PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, comme tous les samedis jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie. Tiens, bonjour vous avez peut-être une chaudière qui fonctionne au gaz dans votre maison, vous qui nous écoutez partout sur Sud Radio. Et si on vous l'interdisait l'année prochaine? Tiens, c'est un projet qui existe en ce moment. Beaucoup de professionnels sont vent debout contre cette idée. On va en parler notamment avec notre invité. On va aussi parler de tous vos problèmes au 0826 300 300, que vous soyez locataire ou propriétaire, avec ou sans le gaz. C'est le moment de nous appeler, de nous laisser vos messages. On répondra à vos questions en compagnie de Laetitia Caron. Mais tout de suite, les dernières actualités de l'immobilier. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Le journal de l'immobilier, c'est avec Marc Ezrati qui commence avec cette condamnation, tenez-vous bien, d'un faux syndic qui avait escroqué plusieurs jeunes qui ne trouvaient pas de logement. Et oui, cette affaire s'est passée à Vannes. De novembre 2020 à février 2022, plusieurs jeunes en recherche d'un logement avaient été séduits par le discours d'un prétendu syndic qu'ils avaient rencontré, comme quoi il faut se méfier, dans divers bars de la région. Oui. Ouais, pourquoi pas. Il leur promettait en fin de compte de leur trouver un toit en jouant le rôle de syndic auprès de propriétaires qu'ils connaissaient. Pour ce faire, il leur a demandé de verser une somme d'argent qui devait être en fait une avance sur les loyers à venir. Évidemment, 3 locataires potentiels sont tombés dans le panneau en lui versant de 2000 à 2600 euros. Oui, enfin, on ne passe pas par un syndic pour trouver un logement. C'est quand même, il s'est servi de leur vulnérabilité, on va dire ça comme ça. Allez, on continue à parler d'arnaque, mais cette fois-ci, c'est l'ambassade de France en Thaïlande qui met en garde les touristes et les expatriés qui veulent investir ou acheter en Thaïlande. Et oui, parce que bientôt c'est les vacances et beaucoup de Français vont se rendre en Thaïlande. Et Jean-Marie, figurez-vous que l'ambassade de France a publié une note de vigilance parce que en Thaïlande, il y a énormément d'opportunités pour devenir propriétaire à Bangkok, à Chiang Mai ou encore à Phuket. Mais aussi, les arnaques sont extrêmement nombreuses. On trouve de tout, des trafics de faux titres de propriété, des investissements fantômes, des fausses locations vacancières, enfin bref, il y a tout. Et pour prévenir ces escroqueries, donc les autorités françaises publient une liste d'agences immobilières accrédités et des contacts avec les cabinets d'avocats francophones pour permettre aux futurs investisseurs et acquéreurs d'avoir des projets immobiliers un peu plus sécures. Et de ne pas tomber dans le moindre panneau. Exactement. En tout cas. Allez, en ces temps difficiles, vous venez de l'entendre, pour beaucoup de Français qui n'arrivent pas à se loger, certains ont peut-être trouvé une solution, Marc. Et oui, pour ça, direction le village de Saint-André-des-Eaux, c'est dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne, et plus précisément dans un hameau qui s'appelle Le Placy, où on y trouve un type d'habitat un peu nouveau qui mêle à la fois partage, accessibilité à tous et logement et changement climatique. Ici, chacun conçoit sa maison comme il l'entend dans l'esprit du hameau, mais personne n'est propriétaire de son terrain. Celui-ci est loué à la commune à hauteur de 50 € par mois par maison dans le cadre d'un bail amphithéotique. En gros, c'est un bail de location immobilière de longue durée. Et ici, cette durée, elle est de 80 ans. Le coût de la majorité des maisons, pour la plupart autoconstruites, est de 12 à 15 000 € avec une emprise au sol de 20 mètres carrés. C'est pas très grand, mais... C'est quand même une initiative très originale. Et puis c'est très beau, les Côtes-d'Armor, faut le dire aussi. Un autre endroit magnifique, c'est les Alpes-Maritimes, évidemment, surtout du côté de Menton, c'est sublime. Et là, une femme ferme son agence immobilière parce qu'elle a été, tenez-vous bien, ruinée par un de ses locataires. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Toujours des histoires un peu bizarres chez moi. Mais en l'occurrence, cette gérante d'une agence immobilière se dit aujourd'hui victime d'un manipulateur. Il y a quelques mois de cela, un de ses locataires qui avait accumulé des impayés de loyer lui avait proposé ses services pour régler un litige avec un de ses clients monégasques, un client de l'agence. Et sauf que le locataire, il a un peu tiré sur la corde, soutirant à cette malheureuse agente immobilière jusqu'à 500 000 € quand même. Voilà, donc qui
serait donc tombée aussi, dit-elle, sous le charme de son locataire. Le locataire devra néanmoins répondre de ses actes devant le tribunal. Elle s'est fait séduire par un nègre fin, comme quoi. Allez, merci Marc Ezrati pour toutes ces informations. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Tiens, alors on sait, il fait chaud en ce moment, vous pensez plus à la clim qu'au chauffage, mais ça va revenir. Et peut-être que dans votre cas, vous avez une chaudière au gaz. Imaginez qu'on vous l'interdise, qu'on vous oblige d'installer autre chose. Tiens, pourquoi pas une pompe à chaleur, je ne sais quoi. Mais c'est peut-être une idée qui est en projet et beaucoup de professionnels sont vent debout contre cette idée. Pour en parler, Jean-Charles Collaroy, ancien député de l'Isère, spécialiste de la transition énergétique et président de l'association Coeneuve. Il va nous en parler dans un instant avec Marc Ezrati. Restez bien sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine. Avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur elio.com. Et la rénovation énergétique, ça concerne aussi la manière de les rafraîchir ou alors de les réchauffer quand l'hiver revient. Que fera-t-on de votre vieille ou moins vieille d'ailleurs chaudière au gaz? C'est la question qu'on va se poser avec notre invité Jean-Charles Collaroy. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour votre invitation. Ancien député de l'Isère, vous êtes spécialiste de la transition énergétique et président de l'association Coeneuve. Vous êtes l'invité de Marc Ezrati. Bonjour Jean-Charles Collaroy. Alors avec vous, on va revenir sur cette annonce un peu radicale d'Elisabeth Borne fin mai qui veut interdire les chaudières à gaz en renouvellement dans les bâtiments. Vous dites que cette mesure serait une fausse bonne idée car elle aurait des conséquences désastreuses à la fois pour les ménages mais aussi pour les finances publiques. Oui, d'abord il faut se souvenir que le gaz, ça concerne 12 millions de foyers. C'est un logement sur 2 et une maison sur 3. Donc on voit que c'est une énergie du quotidien des Français. Et c'est une énergie qui permet de faire à la fois le chauffage, mais aussi dans beaucoup de cas, l'eau chaude sanitaire quand on ne peut pas mettre un ballon d'eau chaude. Et donc s'attaquer finalement au gaz, alors même qu'aujourd'hui on va produire du gaz vert en France, qu'on va pouvoir réutiliser des déchets agricoles, des déchets agroalimentaires, dans des méthaniseurs, produire du gaz vert, et que les chaudières sont d'ores et déjà 100% compatibles gaz vert, eh bien effectivement on considère que c'est une fausse bonne idée et que ce n'est pas la chaudière qui est fossile, c'est le combustible qui est fossile et qu'il faut verdir, et le potentiel est là en France. Alors justement, on va revenir un petit en arrière. Ces chaudières à gaz que le gouvernement a dans le collimateur, on parle de quoi exactement ? On parle justement de ces appareils, de ces 12 millions de ménages qui les utilisent, et finalement on veut les interdire et les transformer en favorisant ce qu'on appelle des pompes à chaleur électriques. Mais le problème des pompes à chaleur électriques, c'est qu'il y a un module extérieur et donc on ne peut pas les mettre partout. Il y a énormément d'impossibilités techniques. On le voit bien dans des copropriétés, dans du haussmannien, donc ça va poser des problèmes, une foire à la dérogation. Et puis ce sont des équipements qui coûtent très cher. La pompe à chaleur électrique, c'est 15 à 20 000 euros, là où la chaudière gaz, c'est 4 à 5 000 euros. Donc on voit bien que sur des sujets de pouvoir d'achat, par exemple, eh bien, ça va poser une problématique majeure. Alors vous dites aussi que c'est contre-productif. Alors oui, c'est contre-productif parce que si on a 15 à 20 000 euros finalement pour accompagner les ménages, nous on dit que la priorité, ça doit être d'isoler les bâtiments. La priorité vraiment, c'est de baisser les consommations avant même de vouloir changer les modes de chauffage. Parce que quand on met une pompe à chaleur électrique dans un logement ou un bâtiment qui n'a pas été rénové, alors on le surdimensionne. Et si on le surdimensionne, d'une part, il coûte plus cher, donc c'est pas bon pour le pouvoir d'achat et pour les finances publiques. Et en plus, il va plus consommer, en particulier en période hivernale, là où on a la problématique de pointe, où on a des difficultés à avoir la consommation d'électricité en face de l'appel de production. Et donc, on est en train déjà d'électrifier le secteur de l'industrie, le secteur de la mobilité. On voit bien que si on rajoute beaucoup d'électrification dans le secteur du bâtiment avant même d'avoir fait les rénovations, alors on va avoir un problème d'adéquation offre-demande. Et notre pays, dans notre pays, ça ne va pas passer. Concrètement, la mise en œuvre d'une telle mesure serait des effets désastreux. Lesquels, par exemple ? Alors, j'ai parlé du pouvoir d'achat, j'ai dit la différence de prix, ou pour les finances publiques. Parce que pour les ménages précaires et modestes, il y aura peut-être un accompagnement massif des pouvoirs publics, même si nous, on dit que la priorité, ça doit être dans la rénovation. Mais pour la classe moyenne, qui n'a pas accès à toutes les aides, là, il va falloir finalement investir massivement dans ces nouvelles pompes à chaleur qui coûtent très cher. Et puis, il va y avoir un enjeu de souveraineté industrielle. Parce que finalement, comme dans la mobilité, on a dit qu'en allant vers l'électrification, on favorisait les véhicules chinois,
Eh bien là, il faut savoir que les pompes à chaleur électriques, 60% des composants proviennent d'Asie, là où pour les chaudières, 90% est maîtrisé en France et en Europe. Donc on voit bien qu'en termes de souveraineté, il faut aussi être vigilant. Plus on place des interdictions et plus on favorise ceux qui sont capables d'inonder le marché, c'est-à-dire les industriels asiatiques par rapport finalement aux franco-européens qui, eux, mettent du temps à adapter des filières de production. Et puis, on va favoriser aussi l'éco-délinquance. Dès qu'on place des interdictions, alors on favorise ce qu'on appelle ces margoulins, vous savez, qui appellent, qui essayent d'arnaquer les ménages et qui vendent plus des aides que des solutions, qui ne sont pas des professionnels du chauffage comme on connaît nos artisans. Et là, on aura de plus en plus de ménages qui se seront fait arnaquer ou qui n'arriveront pas à récupérer les aides. Et vous dites aussi du coup qu'il faut faire confiance aux professionnels du secteur de l'efficacité énergétique. Bien sûr, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une écologie punitive qui interdit, faisons confiance à nos installateurs, à nos artisans, à ceux qui font la maintenance, le service après-vente. Ce sont des professionnels de qualité qui connaissent leurs clients et grâce à eux, on pourra avoir les bonnes solutions, mais il faut garder un panel de solutions. Des solutions, pourquoi pas électriques, mais aussi des solutions au gaz qui sont accessibles bon marché avec un gaz qui se verdit. C'est quoi les innovations côté gaz renouvelable ? C'est vrai qu'on conteste cette décision, mais on propose aussi des solutions. C'est-à-dire que d'abord, toute la filière rappelle que la priorité, c'est la baisse des consommations, donc sobriété, efficacité énergétique, performance des équipements. Et les chaudières, par exemple, sont des équipements qui innovent. Quand on passe d'une ancienne chaudière à une chaudière très haute performance énergétique, on peut faire 20 à 30% de suite d'économie d'énergie et de gains en émissions de gaz à effet de serre. Donc là, première chose. Deuxièmement, verdissement du gaz. On a un potentiel, d'ici 20 à 30 ans, la France produira plus de gaz vert issu des méthaniseurs que de consommation de gaz. Donc on sera autonome et on pourra alimenter en particulier le secteur du bâtiment. Et puis ensuite, l'hybridation des systèmes. Ça, c'est le meilleur des deux mondes. Les électrons décarbonés, on a la chance en France d'avoir de l'électricité issue du nucléaire, des énergies renouvelables et de la molécule de gaz qui se verdit. Hybridation des systèmes, une pompe à chaleur justement dimensionnée et une chaudière avec du gaz vert. La concertation avec le gouvernement, est-ce qu'elle a commencé ? Elle a commencé, je crois. Elle a commencé, effectivement, il y a quelques jours. Nous, on regrette que des annonces aient été faites avant même que la concertation avec les acteurs ne commence. Et puis, on déplore aussi qu'on n'attende pas les résultats des rapports de Réseau Transport d'électricité, qui, en septembre, va publier des rapports pour voir s'il y a l'adéquation entre la production d'électricité et la demande. Et effectivement, il faut être très vigilant parce que le bâtiment, c'est un secteur thermosensible. Ça consomme énormément en hiver. Et le fait d'avoir une énergie stockable, verte, qui se produit en France, comme le gaz vert, c'est très important pour stocker le long de l'année et l'utiliser en hiver. En résumé, ce n'est pas la chaudière qu'il faut interdire, c'est le gaz qu'il faut verdir et on a énormément de potentiel en France. Et pour pouvoir continuer à les utiliser. Merci beaucoup en tout cas pour ce rappel, Jean-Charles Collaroy. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes un ancien député et puis que vous êtes intervenu à de nombreuses reprises sur ces problématiques. Vous êtes spécialiste de la transition énergétique et président de l'association Co-Eneuve. Merci pour votre invitation. Samedi sur Sud Radio. On vous le rappelle, tous les chemins mènent à l'immobilier, c'est important de le savoir. Et chaque samedi, on vous présente le profil de quelqu'un qui a changé de vie tout simplement pour revenir à l'immobilier. On est avec Marion Florencio aujourd'hui. Bonjour à vous Marion. Bonjour Marc, bonjour à tous. Je vous laisse justement avec Marc Ezrati. Bonjour Marion. Alors Marion, bonjour. Vous êtes originaire de Clermont-Ferrand, vous y avez fait des études de lettres et dans une première vie, vous êtes parti en Slovaquie pour enseigner le français à des militaires du ministère de la Défense à Bratislava. Vous avez ensuite exercé à Lyon et à Paris. Qu'est-ce que vous retenez de cette première vie ? Disons que pour moi, ça faisait très longtemps que je voulais prendre mon envol, partir du nid familial pour découvrir le monde, découvrir d'autres cultures. Donc, à 22 ans, j'ai pris ma valise et puis je suis partie en Slovaquie. Je savais à peine la situer sur une carte, mais je ne savais pas parler la langue, mais j'étais super enthousiaste en tout cas. Un très joli pays. Oui, magnifique. Et j'apprenais juste une chose, c'était savoir si j'allais avoir de l'autorité sur les militaires, parce que 22 ans, c'est pas évident. Et puis au final, c'était le meilleur public de toute ma vie. C'était adorable et super discipliné. Donc très enrichissant également en France, pas seulement à l'étranger, parce que j'avais la chance d'avoir des classes multiculturelles. Donc je voyageais aussi à l'intérieur de ma classe. Donc une très bonne expérience. Ouais. Alors, vous avez ensuite pu réaliser le rêve de beaucoup de gens, partir vivre sur votre lieu de vacances à Tarragone, en Espagne. Là, vous y avez encore enseigné le français pendant 8 ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'enseignement ? La transmission, je suppose. Oui, la transmission. Ensuite, l'Espagne, c'était
l'enseignement en Espagne, c'est surtout l'Espagne. Disons que moi, depuis petite, c'était une obsession d'aller vivre sur mon lieu de vacances, donc j'ai tout mis en place pour y arriver. Après ma licence de lettres modernes, j'ai fait une maîtrise de français langue étrangère pour pouvoir y arriver. J'ai pas voulu passer le CAPES justement pour rester libre d'aller m'installer où je voulais. Et puis ensuite, voilà, l'enseignement là-bas, c'était quand même super sympa parce que j'étais dans un BTS tourisme, donc j'enseignais à la fois la langue, mais aussi toute la culture française, la gastronomie, le patrimoine. C'était très enrichissant. Et puis, bizarrement, donc moi, depuis jeune, voilà, mon papa est espagnol et ma maman est italienne. J'ai passé toute mon enfance avec ma grand-mère italienne qui vivait dans un quartier populaire et j'étais la Ritale pour tout le monde. Et bizarrement, en vivant à l'étranger, c'est là que je me suis rendu compte vraiment à quel point la culture française était ancrée dans mon ADN. Et c'est pour ça, quand mon fils est né quelques années après, j'ai voulu retourner en France pour qu'il grandisse là-bas. Oui, c'est ça. Culture, en fait, Vous avez eu un enfant en 2010, en 2016. Exact, ouais. Vous êtes rentré en France à ce moment-là pour vous en occuper. Vous avez divorcé en 2016 et c'est à ce moment-là que vous avez découvert l'univers de l'immobilier en faisant quelques investissements du côté de Pau. C'était à l'époque plus pour préparer votre future retraite. Hein. Oui, c'est exactement ça, parce qu'en Espagne, sincèrement, j'étais payé à coup de lance-pierre, j'étais payé moins de 1 000 euros. J'ai été 6 ans mère au foyer, donc à mon divorce, j'ai reçu une somme d'argent que j'ai investi tout de suite dans la pierre pour me permettre d'avoir une retraite plus tard, parce que je pensais ne pas en avoir. Donc j'ai découvert à ce moment-là les joies de la rénovation, des chantiers, des locataires mauvais payeurs, des appartements refaits à neuf, saccagés au bout de quelques mois, donc c'était très sport. Des lieux de sortie. Du coup, vous êtes rentré dans l'immobilier il y a combien de temps? Il y a 5 ans, 5-6 ans? Oui, en 2017, en fait, cette expérience m'a permis de mettre un pied dans l'immobilier. Et puis, voilà, une fois que j'avais stabilisé quand même mon parc locatif, il a fallu que je reprenne un travail pour avoir quand même une meilleure qualité de vie. Et l'immobilier me plaisait, mais j'avais quand même des exigences, malgré tout. Voilà, je voulais pas de patron, je voulais organiser mes horaires, parce que j'avais pas ma famille près de moi, donc il fallait que je m'occupe de mon fils, que je sois libre le mercredi pendant l'été. Une certaine liberté, quoi. Une liberté et puis un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Exactement. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. À l'entendre, elle ne le regrette pas. Hein. Bon, écoutez, on est ravis en tout cas d'avoir pu partager votre enthousiasme. Merci, bonne chance à vous en tout cas pour la suite. Hein. Marion Florencio, et puis bon courage pour les états des lieux. Hein, c'est toujours le plus pénible en général. Oui, bon il y en a fait un d'ailleurs, mais c'est bien passé, ça va. C'est déjà ça. Tiens, vous aussi, vous avez des problèmes d'état des lieux sur Sud Radio? 0826 300 300. C'est le moment de nous poser vos questions. Laetitia Caron répond à toutes vos interrogations. C'est dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, toujours avec Marc Ezrati et avec Laetitia Caron qui fait son entrée dans le studio de Sud Radio. Bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Directrice générale de particulier à particulier PAP.fr. Je le dis chaque semaine, vous pouvez nous appeler à tout moment, à toute heure de la journée, 0826 300 300, même nous laisser vos messages. Si vous avez une question, un problème sur l'immobilier, on est là pour vous aider avec Laetitia. Celui qui a composé le 0826 300 300 cette semaine, c'est Diego. Bonjour à vous Diego. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Laetitia, merci beaucoup. Mais je vous laisse justement avec Laetitia et avec Marc. Bonjour Diego. Alors qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin? Vous avez quoi comme petit souci qu'on pourrait vous aider à résoudre? Écoutez, moi voilà, je suis propriétaire d'un 3 pièces à Paris. Je le loue actuellement à un jeune couple. Et très récemment, j'ai reçu un courrier de mon syndic indiquant que plusieurs propriétaires de l'immeuble se plaignaient de mes locataires en fait. Notamment, on entend madame marcher en talons toute la journée jusqu'à très tard le soir. Enfin, madame ou monsieur, je ne sais pas. Hein, mais bon, voilà, je ne juge pas. Après, bon, ils reçoivent beaucoup de monde, semble-t-il. Et ils fument sur le balcon de l'appartement. Ils mettent la musique très fort jusqu'à des heures très tardives le week-end, notamment 2-3 heures du matin. Ma question, en fait, c'est j'ai peur d'avoir des problèmes avec mon syndic. Et quelles seraient les démarches dans ce cas de figure-là, qui pourrait un peu apaiser la situation ou résoudre la problématique, en fait? Eh bien, on va interroger Laetitia sur ça. Bonjour Laetitia. Alors, les troubles de voisinage, on en parle beaucoup. Hein, en ce mois de juin, on a eu beaucoup, malheureusement, de drames qui sont passés en Bretagne et dans le Nord la semaine dernière. C'est une question qui touche vraiment beaucoup de monde. Hein.
Oui, Marc, en effet. Bonjour Diego. Bonjour. C'est vrai que les troubles du voisinage, alors on va, comme je le fais à chaque fois, bien définir ce que c'est. Parce que souvent, là, vous avez parlé de musique fort le soir. Bon, mais les troubles du voisinage, c'est plus large que ça. Ça correspond globalement à une nuisance que quelqu'un génère vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et ça peut être le bruit. Mais le bruit qu'il fait, le bruit de son chien, le bruit de son aspirateur, même s'il passe l'aspirateur toute la journée ou à des heures indues. Voilà, ça peut être des bruits de musique, mais même quelqu'un qui joue de la musique. Voilà, donc souvent les gens pensent que les nuisances de bruit, elles ne concernent que le tapage nocturne. En fait, non, ça concerne le bruit qui peut être fait tout le temps. Et notamment, on considère que c'est une nuisance quand c'est répété, quand c'est intensif. Voilà, je ne vais pas redonner les exemples, vous-même vous en avez donné là. Oui, voilà. Ça peut être aussi des nuisances olfactives, hein, les odeurs, on y pense moins, mais par exemple, je le dis pour les auditeurs, parce que quand un de vos voisins entasse des ordures sur un balcon, et ça arrive souvent en plus. Hein. Oui, voilà, la fumée de cigarette, vous en avez parlé, c'est une nuisance. Voilà, donc globalement, voilà ce que sont les nuisances dont on parle. Je voulais le redéfinir pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Après, juste pour préciser, là, on parle de nuisance. C'est pas pour ça qu'on risque d'être condamné pour tapage nocturne ou nuisance si on fume sur son balcon. Alors, si on fume de temps en temps, non. Si on fume, je dirais raisonnablement. Maintenant, si vous invitez, ce qui semble être le cas, tous vos copains à fumer toute la journée sur le balcon et que l'odeur rentre chez vos voisins, la fumée, ça peut être un trouble. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui est responsable, Laetitia ? Alors, c'est le locataire, évidemment, qui est le responsable principal, mais vous posiez la question, Diego, de ce qui vous concerne. Alors, il faut savoir que le bailleur, il a l'obligation d'engager des démarches auprès de son locataire pour faire cesser ces nuisances. Sinon, sa responsabilité peut être engagée aussi, ce qui pourrait aussi engendrer des sanctions pour vous, donc ça peut être embêtant. C'est ce que j'aimerais éviter. Votre responsabilité, elle peut être engagée si vous avez été informé de la situation par lettre recommandée avec accusé de réception. C'est le cas. C'est le cas. Bon, voilà. Donc, on coche une première case. Est-ce qu'il y avait des éléments, des témoignages, des éléments qui prouvent cette nuisance dans le courrier que vous avez reçu ? Alors non, on avait juste un état des lieux. Le syndic m'a juste fait état de nombreuses plaintes de gens qui habitent dans l'immeuble, en fait. D'accord, mais enfin, il y a quand même des éléments, il y en a plusieurs. Oui, absolument, il y en a plusieurs. Bon, là, ce que je vous conseille, Diego, il va falloir réagir rapidement, parce que si vous ne faites rien, vous pourriez être poursuivi en justice par vos voisins. Il faut donc que vous interveniez auprès de votre locataire. Alors, je précise quand même que vous avez une obligation de moyens, pas de résultat. Ça veut dire qu'en gros, on peut vous reprocher de ne rien avoir fait. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir agir. Mais si votre locataire continue, là, on ne pourra pas vous poursuivre. C'est pas votre faute, quoi. Voilà. Mais il faut quand même agir. Alors, en premier lieu, moi, je vous conseille quand même d'agir, je dirais, à l'amiable. Donc, peut-être déjà signifiez-lui par un mail ou par un courrier que vous avez été contacté par le syndic. Et du coup, ça, c'est important ce que dit Laetitia. Ça veut dire que plutôt que de l'appeler au téléphone sans qu'il y ait de trace écrite, vu que vous avez besoin de prouver que vous avez agi, il vaut mieux lui faire un mail, parce que comme ça, vous pourrez justifier votre trace écrite. C'est ça. Ça, c'est la première démarche, j'allais dire. Vous pouvez faire un mail simple. Un mail, aujourd'hui, c'est tout à fait, efficace. S'il répond pas et s'il continue, surtout, vous lui adressez une mise en demeure recommandée avec accusé de réception. Et là, c'est vraiment le document. Vous aurez vraiment un faisceau de preuves pour montrer que vous avez agi. Vous rappelez dans cette mise en demeure le contenu du bail et notamment vous détaillez aussi les nuisances commises, les troubles de voisinage commises. Et vous le rappelez qu'il doit respecter la loi, notamment la loi du 6 juillet 89 qui régit toutes ces dispositions. 6 juillet 89, d'accord. Voilà. Non, je note, excusez-moi. Oui, allez-y, prenez le temps. S'il ne change pas de comportement, vous pouvez passer à l'étape encore suivante qui est de saisir un conciliateur de justice. D'accord. Et puis, si vraiment ça ne se règle pas, là, vous pouvez assigner votre locataire devant le tribunal d'instance pour demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. Ça, c'est une procédure qui peut globalement se faire en 9 mois. Il faut qu'il y ait un délai. Mais entre-temps, vous aurez montré à votre syndic et aux voisins que vous avez agi. Après, si l'échéance du bail est proche, vous pouvez résilier votre bail pour motif légitime et sérieux, parce que là, vous avez des éléments concrets qui précisent que, vous pouvez vous appuyer dessus. Et donc là, d'ailleurs, j'en profite pour préciser aussi aux auditeurs de prévoir dans le contrat de location une clause de résiliation pour non-respect
de l'obligation d'user paisiblement des lieux loués. C'est important, ça, justement. Voilà. Pour quand c'est pour éviter que ce soit la Java dans les appartements, comme dans le vôtre, apparemment, Diego, puisque c'est la Java. Bon, écoutez, on va vous laisser rédiger vos mails. On va commencer comme ça. C'est une riposte graduée. C'est comme ça qu'on l'appelle. Bon courage, vous nous tenez au courant ? Merci. Je vous tiendrai au courant avec plaisir et encore une fois, merci. Merci. Et puis si ça ne marche pas, invitez-nous aux soirées. On pourra toujours venir avec toute l'équipe. On en profitera avec toute l'équipe d'On Parle Immo sur Sud Radio. Tout de suite, le Tour de France. Sud Radio, On Parle Immo, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur préto.fr. Le Tour de France des annonces immobilières de Marc Ezrati. Exactement, avec Laetitia, on poursuit le coup de cœur PAP. On part où ce matin ? Ce matin, on va dans le Perche. On va très exactement à Vaupillon. C'est un petit hameau, c'est un petit village. Et là, la maison que je vais vous présenter... On rappelle le Perche, par rapport à ceux qui nous écoutent, qui ne sauraient pas où le situer exactement. Alors, c'est à l'ouest de Paris. C'est à l'ouest de Paris. C'est, je dirais, c'est au sud de la Normandie. Sur la Normandie. Voilà. L'Eure-et-Loire, etc. Enfin voilà, c'est toute cette région-là qui est très vallonnée, qui est très boisée, qui est très jolie. Voilà. Et on est à 1h30 de Paris en train, notamment de Montparnasse. Voilà, donc c'est assez accessible. Alors, on y trouve une belle maison qui a attiré votre attention. Oui, j'ai trouvé une jolie maison qui fait 225 mètres carrés sur 2 niveaux avec un grand terrain de clos et arboré. Il y a une cuisine ouverte, un beau salon séjour avec poutre apparente et cheminée. C'est un sol en carrelage ancien. C'est une maison qui a beaucoup de charme. 2 grandes chambres d'environ 15 mètres carrés et puis une mezzanine avec 2 chambres supplémentaires. Et puis, donc, j'ai parlé du jardin. À l'extérieur, le jardin est vraiment joli. Il est paysagé. Il y a une grande terrasse et puis une cour d'allée. Et puis, pour terminer, il y a 2 bâtiments annexes dans lesquels il y a d'une part une chaufferie et également un abri de jardin d'environ 15 mètres carrés qui permet vraiment de tout stocker facilement. C'est sympa. Ouais. À quel prix ? 265 000 €. Les prestations sont belles, la maison est vraiment en très bon état, je dirais même excellent état, elle est très bien entretenue et donc c'est un prix qui me paraît correct dans ce marché dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Voilà, et puis je dirais que ça peut être intéressant pour des gens notamment qui envisagent de s'éloigner on parle beaucoup des agglomérations et de l'éloignement des agglomérations. Le Perche c'est parfait, soit on peut y aller pour les week-ends, c'est assez facile d'accès, mais on peut aussi faire du télétravail. Pourquoi pas ? Eh bien, merci, Laetitia. Voilà. Merci à vous. En tout cas, on va emménager dans le Perche. Ça a l'air très beau. Allez, on poursuit les coups de cœur avec un bien au viager occupé qui est proposé par notre partenaire Viagimo, Marc. Et oui, et c'est dans le Puy-de-Dôme que je vous emmène ce matin, à Vermonton. C'est à quelques kilomètres au sud de Clermont-Ferrand. C'est une commune de 3500 habitants qui a la particularité d'être composée de 3 entités bien distinctes. C'était 3 anciennes communes en fait qui se sont rassemblées. Vers qui est avec son côté résidentiel, un village médiéval, Monton, et un ancien village vigneron qui est Soulas. Et donc ces 3 choses-là font aujourd'hui Vermonton. Et donc c'est là-bas que je vous propose de découvrir une très jolie maison atypique de 4 pièces et d'une superficie de 100 mètres carrés. Une maison chargée d'histoire, mêlant bois et vieille pierre. Cette maison dispose également d'une très belle terrasse panoramique de 50 mètres carrés. C'est pas mal tout ça, dites-moi. Ouais. Bon, c'est quoi les conditions de cette vente ? À 12 km de Clermont-Ferrand. C'est quoi les conditions de cette vente, Marc ? Eh bien, pour cette maison, d'une vente en viager occupé. Voilà. Pour cette maison d'une valeur vénale de 210 000 €, vous verserez un bouquet initial de 66 000 € et une rente mensuelle de 457 € au profit de son propriétaire, un homme âgé de 73 ans. Merci beaucoup, Marc Ezrati, pour cette annonce. Tiens, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, si jamais ce bien vous intéresse, vous pouvez le retrouver aussi sur le site de notre partenaire viagimo.fr. On file à Montpellier, Marc. Oui, exactement, avec Audrey Mula. Bonjour Audrey. Bonjour Marc. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ? Alors déjà moi, Marc, je vous emmène non pas à 12 km de Clermont-Ferrand, mais à Clermont-Lérault, dans l'Hérault. Ah. Clermont-Lérault, c'est une commune qui se situe à une 40aine de kilomètres de Montpellier et de Béziers. C'est vraiment très très bien placé. C'est un peu la locomotive du cœur de l'Hérault et c'est une ville qui va être tant chargée en patrimoine culturel avec l'église Saint-Paul, le château féodal ou aussi le lac du Salagou que vous devez
connaître pour la plupart d'entre vous. Et c'est une ville qui est aussi très bien équipée pour sa vie de tous les jours, avec des crèches, des écoles primaires, maternelles, des collèges, des lycées, des théâtres, des cinémas d'art et d'essai, etc., etc. Stop. Vous m'avez convaincu. Déjà convaincu. Qu'est-ce qu'on y trouve alors dans cette jolie commune de Clermont ? Alors là, je vous propose une maison neuve, entièrement construite, qui est essentiellement une maison témoin, donc avec tous les équipements que le constructeur a pu mettre dedans, et puis tout qui est fait, donc jusqu'à la clôture et la piscine qui est mise en eau, avec des équipements qui sont aussi très qualitatifs, comme le chauffage gainable par exemple, ou des très belles imitations de parquet dans les chambres, ou des terrasses avec très de goût du jour à l'extérieur. Je suppose qu'une maison témoin, le prix, il est top. Alors exactement, alors déjà on est sur une maison de plein pied de 127 mètres carrés avec 4 chambres sur un terrain de 500 mètres carrés et on est au prix de 475 000 €, Marc. Merci beaucoup, très bon week-end à vous. Merci. Et puis si on est intéressé, le numéro 0826 300. Et puis on peut aussi appeler Audrey Mulat du réseau Évidence. Merci à vous Audrey Mulat. En tout cas, restez avec nous sur Sud Radio. Je le rappelle, 0826 300 300, c'est ce que vient de vous dire Marc. C'est le numéro sur lequel vous nous appelez, vous nous laissez vos messages toute la semaine pour qu'on règle vos problèmes dans l'immobilier avec Laetitia Caron. On parle IMO revient samedi prochain en compagnie de Marc Ezrati. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.